Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Citrouilles et bonbons vont-ils fondre pour Halloween? À quelques jours de la Toussaint, les températures frôlent encore les 30 degrés dans le sud-ouest, comme à Toulouse. Images et réactions à chaud dès le début de ce journal avec Via Occitanie. Il témoigne d'une époque et du transport des marchandises du siècle passé. Le bateau L'Espérance 3 vogue de nouveau sur le lac d'Annecy. Une reproduction historique et pédagogique qui fait le bonheur de ses passagers contemporains et que nous fera découvrir la chaîne 8 Pont-Blanc dans un instant. Journaliste, écrivain, drôle et intelligent, Philippe Bouvard reste à plus de 90 ans, une des personnalités préférées des Français. Auteur d'un nouveau livre sur sa carrière, il m'a accordé un entretien exclusif à découvrir bientôt sur TV5 Monde, extrait en avant-première dans ce journal. Et puis, si vous deveniez apprenti sorcier, la magie Harry Potter investit un château en Bretagne pour les vacances de la Toussaint. La rédaction de TVR à Rennes nous emmènera dans les couloirs de cette école des sorciers bien réels. Mais on ouvre donc ce journal avec l'extrême douceur, voire la chaleur qui perdure sur une bonne partie du pays. En pleine vacances de la Toussaint et à quelques jours du mois de novembre, les températures grimpent encore jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Un coup de chaud automnal qui étonne bien sûr et qui interpelle pour la saison. Écoutez ces quelques avis de Toulousains au micro d'Anne Hager pour Via Occitanie, dans la Ville Rose, où des records de température viennent d'être battus. Les t-shirts sont d'ailleurs de sortie. J'en profite bien sûr, ça me fait plaisir qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud, mais en même temps, je sais que c'est pas normal. L'octobre, c'est censé être le début des feuilles mortes, des périodes où on commence à sortir les vestes, les bonnets, Et là, on se croirait en plein été, quoi. Honnêtement, ça me fait pas mal peur parce que, ça nous montre en fait encore une fois que l'étendue des dégâts. Voilà, et que le monde court droit vers la catastrophe. On sait qu'on profite du moment, mais que c'est pas positif. Voilà de l'inquiétude, vous l'entendez dans ces réactions qui résonnent évidemment avec les fortes chaleurs qu'a connues la France cet été. Aujourd'hui, encore une majeure partie du territoire est soumise à des restrictions dues à la sécheresse. L'utilisation de l'eau potable est évidemment interrogée dans ce contexte. En Gironde, vous allez le voir, une entreprise Kikopluie, c'est son nom, valorise l'eau de pluie grâce à 5 conceptions brevetées au niveau européen. Des innovations à destination des industriels, des grandes surfaces ou encore des bâtiments publics. Les explications d'Yvan Branchy pour la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. L'eau de pluie, une ressource naturelle, inépuisable et gratuite que l'on retrouve en moyenne 124 jours par an à Bordeaux. Alors en 2005, Jacques-Albert Roussel crée la société Kikopluie avec une idée toute simple, récupérer cette eau et l'utiliser. Les usages de l'eau de pluie peuvent couvrir 60% de nos besoins. On récupère entre 800 et 1000 litres au mètre carré de toiture, donc vous ferez le calcul, c'est juste surprenant et intéressant. Et que des bâtiments qui font 500 000 mètres carrés, on arrive à des rendements très impressionnants. Chasse d'eau, arrosage des sols ou lavage de voitures, autant de gestes du quotidien en entreprise qui ne nécessitent pas forcément de l'eau potable. La conversion est alors possible grâce à un système de filtration. Donc on va installer un filtre qui lui va emmagasiner toutes les eaux qu'on dit météoriques, toutes les eaux qui tombent sur la toiture. On va les faire passer dans ce filtre pour les collecter et les stocker dans le volume de stockage. Et après quoi, on va les envoyer dans le local technique et qui va permettre de faire la bascule d'un réseau à l'autre. Entreprise de bricolage, chaîne de restaurants ou supermarché. Au total, plus de 2000 chantiers ont déjà été réalisés sur le territoire national. Car à l'origine, les entreprises sont libres d'installer ou non un récupérateur d'eau de pluie. Nous faisons partie de l'Europe et que nous n'avons pas les mêmes réglementations dans ce qui concerne le cycle de l'eau. Effectivement, dans certains pays d'Europe du Nord, notamment la Finlande et la Suède, le double réseau dans un immeuble est obligatoire, sinon vous n'avez pas le permis de construire. Un sujet mis sur la table à l'Assemblée nationale. La députée du bassin d'Arcachon, Sophie Panonacle, a déposé une proposition de loi afin de créer une obligation pour tout nouveau bâtiment d'être équipé d'un récupérateur d'eau de pluie. De la toiture des bâtiments à la rénovation d'un moulin dans ce journal, prenons à présent la direction de l'Aube, où le travail unique d'une entreprise permet de redonner vie à de vieilles structures. Dernier exploit en date, l'ensemble mécanique et la toiture d'un moulin datant du XVIIe siècle. Près de 2000 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser l'ouvrage, qui témoigne d'un savoir-faire exceptionnel. Un reportage de Canal 32 sur place, regardez.
Ce matin, des Aubois ont pu croiser sur la route cette livraison exceptionnelle, une coiffe de moulin en bois, construite et assemblée à Courterange. Ça fait 6,60 m d'envergure et ça fait 10,5 tonnes de poids. Au bout, il va y avoir des ailes de 20 mètres d'envergure, 2 x 10, donc 20 mètres. 3 salariés ont travaillé durant près de 2000 heures pour réaliser cette commande d'un particulier résidant en Seine-et-Marne. Sans trace historique, il s'est appuyé sur le savoir-faire de l'entreprise pour reconstituer l'ouvrage. Tout est dans un assemblage traditionnel à tenons, mortaises et chevilles. C'est réellement une technique qui a été complètement oubliée, sur laquelle on a dû, à travers des livres et des ouvrages du 18e, 19e siècle, retrouver en fait les dessins pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnaient. Il y a beaucoup de mécanique dans peu d'espace. Cette expérience rare dans le domaine de la restauration de moulins s'appuie avant tout sur la passion. Dans ce domaine, d'après ces charpentiers, seules 3 à 4 entreprises françaises répondent à ce type de commande. Aujourd'hui, on en a fait une spécificité de l'entreprise, puisqu'on réalise maintenant pratiquement chaque année entre 1 et 2 moulins. Pour cette pièce unique, le trajet de 140 km devrait s'effectuer en 6 heures au lieu d'1h30. Ouais, là, c'est vraiment avoir de grosses difficultés, je pense. Les bois sont positionnés assez bas au niveau de la route. Tout ce qui est panneaux, glissières de sécurité, ça va nous poser quelques soucis. Cette coiffe se compose de tuiles en châtaignier, d'une charpente en chêne et d'éléments en orme. Des scieries auboises ont collaboré à la fourniture des éléments. Cette coiffe devrait être déposée et orner la tour du moulin ce mardi. Un seul commerce vous manque et tout est dépeuplé. L'adage pas tout à fait exact et malheureusement bien connu dans les territoires les plus ruraux de notre pays. La fermeture d'une brasserie, d'une boulangerie ou encore d'une boucherie est souvent vécue comme un déchirement par la population. Exemple près du Mans avec ce sujet d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. C'est une fermeture dont le maire se serait bien passé. Depuis début octobre, ce commerce multiservice n'accueille plus aucun client. Du jour au lendemain, le gérant a baissé le rideau pour des raisons personnelles, laissant un grand vide dans le village. On avait beaucoup de rencontres qui se faisaient ici, particulièrement comme une journée comme celle-là où il fait beau, puisqu'on avait les terrasses. Donc les gens venaient aussi au niveau du pain, puisqu'ils faisaient aussi des pots de pain. Et puis on en profite pour prendre un café, on discute et puis on échange sur l'actualité du village, quoi. On veut être une commune vivante, on a des projets, donc il est primordial pour nous d'avoir un commerce qui fonctionne. Restaurant, poste, presse, épicerie, depuis 2 ans, l'ancien commerce proposait presque tous les services nécessaires à la population. Et au salon de coiffure d'à côté, on attend avec impatience un nouveau repreneur. C'est beaucoup moins vivant et moins dynamique, quoi. On sent que la place est devenue un peu plus déserte. En attendant, habitants et élus s'organisent. Depuis la fermeture, des bénévoles se relaient tous les matins pour ouvrir ce dépôt de pain, devenu un lieu de rencontre. Ça permet de rencontrer d'autres personnes et de discuter. C'est aussi un endroit convivial. La municipalité a déjà reçu 4 candidatures de potentiels repreneurs. De quoi redonner espoir aux habitants qui n'attendent qu'une chose, boire un petit noir sur la place du village. Pratique numéro 1 en Inde et au Pakistan, quasi méconnu en Europe, le cricket est un sport complexe pour les non-initiés. À Épinal, dans l'est de la France, une équipe vient d'être créée grâce à la volonté de réfugiés. Ils vont désormais évoluer au sein du club de baseball local. Un exemple d'inclusion par le sport qui s'inscrit dans la Semaine nationale de l'intégration des étrangers et primo-arrivants. Louise Amunda et Thomas Herman pour Vosges Télévisions. Des gestes maîtrisés dont nous ne tenterons pas d'expliquer les règles, peu connus en France et en passe de s'inscrire dans le paysage sportif vosgien. Nous sommes à Épinal, dans le quartier du Plateau de la Justice, où une équipe de cricket vient de se former. Les joueurs ont entre 17 et 27 ans. Leur point commun, tous ont le statut de réfugiés. Venus d'Asie du Sud, souvent tout seuls, certains ont tissé des amitiés sur ce terrain. Quand je viens ici, je connais personne, mais maintenant ça va mieux. Tout le monde je connais. Ali et ses coéquipiers ont créé leur propre association au sein du club de baseball et softball Les Schlitters d'Épinal, un exemple d'inclusion par le sport qui s'inscrit dans la Semaine nationale de l'intégration des étrangers et primo-arrivants. On va les accompagner surtout à structurer la section pour la logistique, pour les aider à acquérir du matériel, pour avoir les infrastructures nécessaires au développement du club. La politique ministérielle du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vraiment de faire la politique de l'activité physique et du sport pour tous. Donc évidemment que quand on a des réfugiés qui sont dans notre territoire, on se doit de pouvoir faciliter leur intégration. La première équipe de cricket du Grand Est a déjà de l'ambition. Cette discipline importée du Royaume-Uni est le sport national dans le pays d'origine des joueurs.
Le cricket au Bangladesh, c'est un peu comme le foot ici en France. Quand j'étais petit, je jouais au cricket tout le temps après l'école, mais quand je suis venu en France, personne n'y jouait. Mon rêve serait d'aller en équipe de France. Ça prendra du temps, mais je veux me concentrer sur le cricket, et uniquement sur le cricket. Prochaine étape, trouver un terrain adapté aux 3 disciplines, le baseball, le softball et désormais donc le cricket. Du sport encore avec ces images magnifiques venues de Corse. L'île de Beauté accueillait il y a quelques jours la première édition du raid interfilière universitaire. Les étudiants des différentes sections de l'université de l'île de Beauté se sont affrontés dans plusieurs épreuves, dont du kayak et de la course à pied, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de Via Télé Paese, la chaîne TNT de Corse. L'occasion de profiter de ces superbes paysages et de féliciter ces courageux participants. De splendides paysages et plages, elle en a beaucoup, elle aussi. La Martinique est un lieu idéal pour le bon développement de nombreuses espèces. Parmi elles, les tortues marines sont en ce moment particulièrement surveillées. La période de ponte se poursuit sur plusieurs littoraux. Pour protéger les lieux d'éclosion, des associations forment des bénévoles à leur préservation. José Lechertier a suivi une sortie organisée sur une plage de l'île pour la rédaction de Via TV. Regardez. Ces tortillons n'ont pas eu la chance de rejoindre la Grande Bleue. C'est des nids prédatés, donc en fait on ne sait pas, on n'a aucune trace, donc on ne peut pas dire ce que ça peut être. Mais on voit nettement que les tortues, elles ont été, le nid a été creusé par un animal. Donc, ou un être humain, on ne sait pas. Bon, généralement, c'est plus l'animal quand il y a les coquilles comme ça qui traînent au bord. Les tortues sont relativement sensibles à l'environnement et une plage sale peut vite les dissuader. Les bénévoles armés de leurs filets en profitent pour ramasser les détritus. C'est ce genre de choses justement qui peut gêner les tortues pour la ponte des tortues. Une tortue qui monte, qui tombe sur un tas de gravats de ça, en fait, elle pondra pas, donc elle va repartir. Le périple continue. L'objectif du jour, repérer les traces de sortie de nid de Lanceran à Linsavoile. De ce côté de l'île, 2 espèces de tortues viennent pondre. La tortue verte et la tortue imbriquée et parfois la tortue lutte. Sur le parcours, il n'est pas rare de croiser des campeurs qui, par leur comportement, peuvent nuire à la survie des tortues. On fait beaucoup de prévention. Donc j'ai donné un petit dépliant pour expliquer qu'on est dans des zones préservées. Et que déjà pareil, le feu a même le sol interdit. Et pour superviser ce groupe de bénévoles, l'ONF est à leur côté. On relève toutes les menaces qui peuvent atteindre les tortues marines, à savoir la prédation de mangoustes, à savoir l'érosion de la plage, la présence de bivouac, la présence de sargasses. Quelques bons gestes à retenir. Lors de l'éclosion, il est important de rester à distance. Vous pouvez éloigner tout ce qui pourrait gêner le passage des nouveau-nés ainsi que les prédateurs. Ne pas les toucher, ne surtout pas faire trop de bruit pendant la ponte et ne pas utiliser le flash de votre appareil. En cas de problème, un numéro d'urgence 06 96 234 235. Stimuler les sens pour favoriser la relaxation dans une ambiance obscure, c'est le principe du concept Snow Zelen. Importé de l'étranger, celui-ci se fait peu à peu une place en France. Une piscine dédiée à sa pratique vient d'être aménagée à Metz. Diffusion de lumière tamisée, musique douce permettent d'apaiser les usagers. La pratique est notamment employée pour aider les enfants en situation de handicap. Reportage de Lucie Philippot pour Moselle TV, regardez. Accompagnée de son papa, Maddy, 18 mois, atteinte d'une maladie génétique qui entraîne un retard psychomoteur, apprécie profiter de l'eau sous le regard de sa maman admirative. Ça permet de travailler son équilibre, l'endurance aussi, vous voyez, sur les tapis, plein d'exercices qu'elle ne ferait pas en fait en salle avec ses jouets habituels, donc elle adore. On a de la chance, le bassin est chauffé. Chose dans une piscine municipale, c'est pas possible. Elle tombe très vite malade et ça peut vite finir aux urgences. En effet, la piscine est à 32 degrés. La température du bassin est une des caractéristiques de la méthode Snow Zelen. Cette pratique, développée par des Hollandais en 1970, fait appel aux 5 sens grâce à un aménagement particulier. On a travaillé sur le lieu par rapport à une ambiance qu'on a créée grâce à la lumière n'étant possible que si on peut fermer les fenêtres, fermer les rideaux, comme on dit. On a travaillé aussi avec du son, et ils ont des petits objets pour travailler le tactile, qui sont ou lisses, ou rugueux, ou avec des petites bosses. L'objectif de cette séance est d'amener les enfants à un bien-être et une familiarisation de l'eau.
Elle consiste à trouver un juste équilibre entre stimulation et relaxation. Ça peut être de la découverte d'exploration sensorielle dans l'eau, l'exploration motrice. Et puis on accompagne les enfants à être bien dans l'eau, d'être en position verticale, d'accéder un peu à la position ventrale ou dorsale. Cette activité à la piscine Bon Pasteur de Metz est exclusivement réservée aux enfants présentant des difficultés et aux personnes de 3e âge. Voilà, restons à l'eau dans cette édition pour découvrir tout à fait autre chose, l'exploitation d'un bateau historique, l'Espérance 3. Mise à l'eau l'an dernier sur le lac d'Annecy, cette reproduction d'une barque à voile commerciale fait le bonheur dorénavant des locaux et des touristes. Scolaires, entreprises ou encore associations profitent ainsi d'un voyage unique sur l'eau et dans un cadre spectaculaire. Victoria Lopez, journaliste pour la chaîne 8 Mont-Blanc, a eu la chance d'embarquer sur ce pan du patrimoine. Regardez. Éloge du silence, patrimoine voguant, hommage au vent changeant sur le lac d'Annecy. L'Espérance 3 et ses 2 grandes voiles épousent le paysage. S'il y a un siècle, la barque servait à distribuer de la marchandise entre les 2 rives, sa reconstitution a aujourd'hui une portée patrimoniale, pédagogique et environnementale. Nous avons 3 types de clientèle, à savoir principalement du grand public, mais aussi et surtout des scolaires. Depuis début septembre, beaucoup de scolaires. On a eu les écoles de Duin, le lycée des Brécy, école également de Verrier et de Sévrier. Des scolaires, du grand public et des entreprises. Mais il faut bien prendre conscience que cette barque, cette brique, est une brique patrimoniale, un emblème et un fleuron du lac d'Annecy désormais, puisqu'elle existe sur le lac d'Annecy. La barque fait 20 mètres de long et de haut, 9 de large et 30 tonnes. Si elle avance principalement grâce au vent, elle est équipée d'un moteur électrique d'une puissance de 110 kW. En silence, l'Espérance mène donc aussi une mission de sensibilisation. Ambassadrice de la lenteur, elle accueille à son bord des chercheurs et des acteurs de la préservation de l'environnement. Cette barque latine, elle est là, à la fois c'est un outil de recherche, c'est un outil de pédagogie. On donne énormément d'informations sur le lac d'Annecy, sur les milieux naturels. On va présenter les réserves naturelles à la fois sur la partie terrestre et aussi sur la partie lacustre, ce qui est complètement inédit, ce qui n'était pas fait. Donc on peut permettre au grand public de découvrir ces réserves via ce magnifique outil qui est Espérance 3. L'Espérance 3 est la 2e barque à voile latine de France à naviguer à nouveau après celle du Léman. Elle nous replonge ainsi dans l'histoire des hommes et des lacs et nous promet de voguer encore longtemps au gré du vent. Vous l'avez vu dans les titres, il est l'un des journalistes les plus connus et les plus aimés des Français. Philippe Bouvard est l'auteur d'un nouvel ouvrage retraçant sa vie professionnelle, Le Petit Monde de Don Bouvardeau, c'est son nom. À cette occasion, l'ancien rédacteur en chef du Figaro et présentateur historique des grosses têtes sur RTL m'a accordé un entretien exceptionnel depuis son domicile à Cannes, sur la Côte d'Azur. Philippe Bouvard y évoque notamment sa relation avec les hommes et les femmes politiques français. Écoutez à ce propos cet extrait sur la gauche et l'ancien président socialiste François Mitterrand. J'ai mis un moment à apprécier François Mitterrand. Je l'ai même vilipendé, traîné dans la boue pendant son premier septennat. Mais au bout de 7 ans, j'ai été obligé de le reconnaître. Et dans les colonnes de ma chronique du Figaro Magazine, qui n'était pas le support le plus indiqué, que ça avait été un très bon président. Bon, à la suite de quoi j'ai fait sa connaissance et on s'est découvert une passion commune pour Jules Renard. Bon, et ensuite, j'avais applaudi De Gaulle, qui était, mine de rien, un homme de gauche. J'ai pas beaucoup aimé François Hollande, parce que c'est vrai qu'il était plein de diplômes. Je crois que c'est le plus diplômé de tous les présidents. Mais c'est pas celui qui a laissé le plus grand souvenir. La preuve, c'est qu'il s'est laissé supplanter par un jeune homme qu'il avait découvert. Voilà, la totalité de l'entretien que Philippe Bouvard m'a accordé sera à découvrir en exclusivité sur TV5 Monde dans l'émission Monte Carlo Riviera, diffusée les samedis 12 et 19 novembre prochains.
Voilà, tout à fait autre chose. Et si vous intégriez, comme Harry Potter et ses amis, l'école des sorciers? De la fiction à la réalité, un pas vient d'être franchi en Bretagne à l'occasion des vacances de la Toussaint. Un château fraîchement rénové propose de découvrir l'univers de la sorcellerie. Entre grandes salles pour festoyer, baguettes magiques et spectacles, tout est fait pour retrouver le décor de la célèbre saga. Visite guidée et enchantée avec Natacha Astor pour la chaîne TVR à Rennes. C'est l'histoire d'un château datant de la fin Renaissance, transformé en une mystérieuse école des sorciers. Eh bien là, je vous fais découvrir la grande salle des banquets du Rocher Portail, la nouvelle école des sorciers. Donc c'est le fruit d'un an de travail et là c'est notre plaisir de voir voilà, les travaux finalisés. Pas de Poudlard ni de Harry Potter, mais beaucoup de similitudes. Les propriétaires se sont inspirés de l'histoire des lieux. Là, vous voyez donc les bannières, les 4 maisons qui sont liées aux personnages historiques. Donc la maison Fauve d'Or, qui est donc un lion, qui était le constructeur du château Renaissance. La maison Busarde, qui est donc une buse. La maison Bouc-Flèche et le cerf de lune, qui est voilà, un plus le symbole de ma famille. La salle des banquets accueillera chaque soir plus de 200 convives pour un spectacle d'1h30 animé par des comédiens professionnels. Pour entrer dans l'école du Rocher Portail, passage obligatoire sous l'arche de la vérité qui révèle votre maison. Maurice de la maison Cerf de Lune. Et pour la répétition générale, de grands fans de la saga étaient déjà au rendez-vous. J'ai l'impression d'être au tout premier film quand Harry rentre dans la maison, en fait, dans la grande salle pour le premier repas. Pendant le repas servi aux nouveaux écoliers, les professeurs opèrent quelques tours de magie sur une musique composée spécialement pour l'événement. À chaque école de sorciers, son atelier de fabrication de baguettes magiques, mais aussi ses hiboux. Gouillou a un petit peu peur. Charlotte se tient très bien et là c'est notre petit bébé qui est en gaudi. Plein apprentissage. La soirée enchantée se termine par une visite du château, une manière d'attirer les nouvelles générations dans les monuments historiques. C'est vraiment un pari réussi. L'histoire, elle est bien rodée, les personnages sont vraiment super, les professeurs, c'est parfait. Il aura fallu 1 an de travail, dont 2 mois pour la mise en scène du château. Et côté écriture, c'est Madeleine Roussel qui a inventé le scénario de la soirée. Pour moi, c'est juste magique que mes personnages prennent vie ce soir avec les comédiens. C'est vraiment, j'en ai la chair de poule, c'est génial. Du 22 octobre au 5 novembre, le Rocher Portail attend 8000 visiteurs les après-midi et 3000 pour les banquets du soir. Voilà, et d'un tour de magie, intéressons-nous désormais au travail d'une association en faveur de la sauvegarde du patrimoine fruitier de notre pays. Arbor et Pomme, c'est son nom, dispose de 25 vergers conservatoires où sont cultivées et préservées des centaines de variétés de pommes. Certaines oubliées représentent un patrimoine précieux pour l'environnement. Précision avec ce reportage de Valérie Leroux-Coleno pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Voilà encore une récolte qui s'avère riche en jus de crâne pour Jean-Pierre. Chaque année, en ce début d'automne, les membres de l'association Arbor et Pomme réalisent un grand travail d'inventaire. Ces pommes leur ont été données par des particuliers. Quand elles n'ont pas de nom, semblent rares. On a fait une petite enquête auprès des gens qui nous l'ont amené avant, d'ailleurs s'ils connaissaient la personne qui l'a greffé. On travaille par rapport aux livres anciens aussi. Parfois, on fait des empreintes génétiques qui sont faites à Angers par l'INRA. Et c'est ainsi que chaque année, ils découvrent une dizaine de nouvelles variétés anciennes, comme celle-ci. La pomme de l'Estre. Découverte à Douarnenez. Qu'on retrouve très très rarement, de temps en temps dans les jardins de Cure, daterait de Louis XIV. C'est l'importance de sauvegarder un patrimoine génétique et d'œuvrer pour un avenir moins fade qui anime l'association. Maintenant, on crée entre 300, 400, 500 variétés de pommes par an dans le monde. Leurs parents ne sont qu'une dizaine de variétés. Vous n'achetez que des cousines. La diversité génétique est pratiquement nulle. Loin d'être des musées, ces vergers se veulent être des laboratoires à l'heure du réchauffement climatique auquel sont déjà confrontés les producteurs de fruits. On l'a très bien vu en 2021 parce qu'on a eu un gel tardif en fait et du coup qui a vraiment réduit la fructification. Les vergers conservatoires, on a repéré des variétés anciennes qui vont être presque pas touchées on va dire et qui peuvent être aussi moins vulnérables à certains parasites. On va pouvoir utiliser beaucoup moins de pesticides parce que la pomme est quand même un fruit très traité en France. L'association sauvegarde actuellement ainsi près de 750 variétés anciennes de fruits et lance aujourd'hui un appel aux Bretons, car après la pomme, elle souhaite se fendre de recherches plus fructueuses sur la poire.
Allez, on termine ce journal avec un rendez-vous culturel à ne pas rater. Si vous êtes du côté de Limoges, le musée des Beaux-Arts de la ville expose jusqu'en février prochain certaines des plus belles œuvres de l'atelier de Francis Chigot. Le coloriste et notamment l'auteur, vous le voyez sur ces images de 7 à Limoges, de vitraux qui ont orné près de 500 édifices dans le monde. Des monuments à l'art religieux en passant par des créations pour des particuliers. C'est un véritable monde de lumière qui s'ouvre devant les yeux des visiteurs. Écoutez à ce sujet le témoignage de la petite fille du maître verrier au micro d'Alain Druot. Il a une maîtrise de la lumière à travers la couleur. Donc on relie les deux et c'est vrai que quel que soit le style, quel que soit le cartonnier, on retrouve dans les vitraux de Chigot cette alliance de la lumière à travers ses verres. Quand il choisit un verre rouge, il sait où il va le mettre. Et quand il choisit un verre bleu pâle, il sait aussi où il va le mettre. L'exposition consacrée au travail de Francis Chigot est donc à voir au musée des Beaux-Arts de Limoges jusqu'au 12 février prochain. C'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.